ici eh bien, le thème de cette conférence. De rien à l'administration de domaine, en Red Team, tout est permis. Quentin, je vais vous laisser la parole pour votre conférence. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci pour l'introduction. Effectivement, c'est mon deuxième passage ici. Donc l'an dernier, je vous avais présenté déjà un retour d'expérience sur les diverses missions Red Team que j'ai pu effectuer chez Advance. Et cette année, on va essayer de faire pareil, mais en mieux. Enfin, j'espère. Si vous avez loupé la conférence l'an dernier et que vous voulez la revoir, pas d'inquiétude, elle est disponible en replay sur YouTube. Et puis en plus, vous pouvez voir la V2 sans avoir vu la V1, donc vous pouvez rester assis, il n'y a pas de problème. Pour me présenter rapidement, donc pas de changement par rapport à l'an dernier, je m'appelle toujours Quentin de Priester, donc je suis Purple Team Leader et Red Teamer chez Advance depuis 10 ans. Côté perso, je suis passionné de sport et on m'a affectueusement attribué le pseudo Johnny Sins. Vous comprendrez peut-être pourquoi durant la présentation. Avant de passer au retour d'expérience, petit rappel sur ce que c'est que le Red Team. Donc pas de changement non plus, c'est toujours un type de mission qui se veut au plus proche d'un cas réel d'intrusion et où on cherche à évaluer le niveau global de sécurité de l'entreprise et on cherche également à mesurer le niveau de difficulté qu'un attaquant va avoir pour arriver à ses fins. Donc pour ça, ce qui est cool dans cette typologie de mission, c'est qu'on va mettre en œuvre tout ce qu'un attaquant pourrait faire, tout ce qu'il utiliserait pour arriver à ses fins, notamment de l'ingénierie sociale, des attaques depuis Internet, ou même aller jusqu'à nous introduire physiquement dans les locaux ciblés. Donc voilà, c'est les missions qui nous apportent, nous, le plus de fun. Bon, du coup, ce rappel étant fait, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et passer au retour d'expérience. Je vais vous parler d'un premier scénario où on a utilisé notamment le smartphone et le SMS comme vecteur d'attaque. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Un bon Red Team, ça commence toujours par une bonne phase de collecte d'informations. Donc c'est cool, ça fait super écho avec la conférence que vous venez d'avoir de l'entreprise précédente. Donc je ne peux que les rejoindre et la transition est toute trouvée. Donc on cherche tout d'abord à identifier plein d'informations sur les collaborateurs, les formats utilisés pour le mail, etc. Donc là, vous pouvez le voir, c'est assez facile, on retrouve tout un tas de choses. Et ensuite, on va voir si on peut retrouver des choses qui ont fuité, des choses qui auraient pu avoir été compromises sur des sites et qui auraient été rendues publiques par les pirates et donc accessibles publiquement sur Internet. Donc on va retrouver des mots de passe, des empreintes de mots de passe qu'on peut essayer de casser si elles ne l'ont pas encore été. Et on va essayer de retrouver également des données personnelles, donc notamment des adresses, numéros de téléphone, etc. Une fois qu'on a ce niveau d'information, on va également chercher à savoir quels sont les logiciels et les solutions que l'entreprise utilise. Donc on continue notre phase de zine. Et un truc qui est super intéressant, c'est de savoir s'ils utilisent la suite O365 parce que ça peut être un vecteur d'attaque et c'est quelque chose qu'on va pouvoir cibler par la suite si l'entreprise l'utilise. Donc pour ça, rien de plus simple, on va sur la mire d'authentification O365 et on rentre une adresse mail qu'on a trouvée au préalable. Et O365 va gentiment soit nous rediriger vers une page personnalisée et nous dire voilà c'est bon, mets ton mot de passe et vous mettez n'importe quel mot de passe et bref, on s'en fout, juste on veut avoir l'interface de login qui nous montre que ça a été personnalisé, auquel cas l'entreprise utilise bien O365. Et sinon, O365 il vous dit je connais pas du tout cette adresse mail, donc c'est que l'entreprise probablement ne l'utilise pas. Du coup, c'est hyper intéressant, dans ce cadre, notre cible utilise bien la solution. Donc maintenant, la problématique, ça va être d'essayer de retrouver des identifiants valides. Parce que on peut essayer de retrouver des informations perso, mais comme je vous le disais tout à l'heure, des fois on retrouve des mots de passe, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours valides. Là, pour le coup, ils n'étaient plus valides. Donc on va passer à une attaque plutôt ingénierie sociale. Sauf que les entreprises, maintenant, se protègent contre l'ingénierie sociale. Donc comment on va faire? Eh bien, on va essayer de faire en sorte d'attaquer un endroit qui est moins sécurisé, à savoir le téléphone de la victime. Lui, il n'y a pas de sécurité vraiment spécifique, il n'y a pas de GPO, il n'y a pas toutes les solutions qu'on peut avoir sur un PC. Donc on a eu l'idée du coup de cibler le mobile et qu'est-ce qu'on a fait?
eh ben, on a contacté la personne qu'on avait dont on avait trouvé le numéro de téléphone. On l'a appelé, on s'est fait passer pour le service sécurité informatique et on a prétexté que y avait des connexions suspectes avec son compte. Là, typiquement, il y a des gens qui se connectent en Estonie depuis ton compte, c'est bizarre. On va t'envoyer un SMS avec un lien sur lequel tu vas pouvoir redéfinir ton mot de passe. Il faut que tu le fasses tout de suite, comme ça on est tranquille. Donc on envoie le SMS, la personne va cliquer forcément depuis son téléphone et visiter le lien depuis son téléphone. Donc là, on bypass tout ce qui est contrôle anti-spam, on bypass tout ce qui va être solution de réputation de domaine qui aurait pu être mis en place chez le client avec des systèmes de whitelist, etc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent freiner l'attaque, mais du coup, là, on les bypass. Et donc, évidemment, derrière, il s'agit d'une fausse interface d'autante sur laquelle on va demander un ancien mot de passe, le nouveau et la confirmation. Et puis derrière, on peut même lui dire, vas-y, mets un code d'OTP, etc., que nous, on peut lui communiquer par téléphone. Et voilà, après, on dit, c'est bon, ton mot de passe a été modifié. Nous, on a récupéré les identifiants, on est content. Donc ça, c'est notre premier scénario. Il y a une deuxième variante. Si on n'a pas récupéré le numéro de téléphone, comment on peut entrer en contact avec notre cible? Eh ben, on peut le faire via Teams. Donc l'année dernière, je vous avais déjà parlé des faux tenants Teams pour contacter des gens. Depuis, ça a été largement exploité. Ça a été aussi un peu patché par Microsoft, mais c'est patché que partiellement. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est que si on a un tenant externe, quand on va contacter une personne de l'entreprise, elle va avoir ce magnifique message qui lui dit il y a quelqu'un de l'extérieur qui essaye de te contacter, méfie-toi. Donc moi, ça m'intéresse pas trop parce que forcément, ça éveille les soupçons. Et donc, je voudrais pas être trop flagué non plus. Donc, quand je vous dis que ça a été patché, c'est le patch de Microsoft, entre guillemets, mais que partiellement. Parce qu'en fait, si vous faites ça, un chat direct, vous avez ce message. Par contre, si vous initiez une réunion depuis Teams, vous ne l'avez plus. Du coup, vous initiez la réunion Teams, vous envoyez le message, et en fait, là, pour que la personne utilise son smartphone, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a fait un QR code. Et donc là, pareil, on dit à la personne, écoute, il y a des connexions suspectes avec ton compte, il faut que tu redéfinisses ton mot de passe. Pour ça, on t'a fait un QR code que tu dois flasher avec ton téléphone. Et voilà, la personne va forcément utiliser son smartphone, se rendre sur le lien, et rebelote, elle est de nouveau face à cette mire d'authentification et on récupère à nouveau les mots de passe. Une fois qu'on a récupéré ses comptes, ce qu'on peut faire, qui est vachement cool, c'est ajouter un nouveau device dans les contrôles de FA. Donc on va rajouter forcément notre téléphone, comme ça c'est hyper intéressant, on peut revenir quand on veut. Et derrière, une fois qu'on a accès, on a accès à toute la partie Entra ID, avec toutes les informations qui nous intéressent, qui vont bien. On peut du coup soit essayer d'élever nos privilèges sur Entra ID en tant qu'utilisateur authentifié, vu qu'on a un compte, soit recibler d'autres personnes qu'on pourrait identifier dans la liste qu'on a obtenue. Voilà pour ce premier scénario. Un second scénario que j'ai appelé le Quick Assist. Donc, il y a toute une partie qui va être essayer d'accéder au poste de travail d'un utilisateur. Donc pour ça, on pense souvent aux solutions hyper connues, type AnyDesk, VNC, TeamViewer, etc. C'est assez intéressant quand on est sur le LAN notamment, parce que ces protocoles sont parfois filtrés sur l'extérieur. Et puis en tant qu'attaquant, je ne peux pas trop savoir depuis l'extérieur ce qui est utilisé chez mon client. Je ne peux pas le savoir facilement, c'est pas facile d'en tirer profit. Est-ce qu'ils utilisent AnyDesk? Est-ce qu'ils ont plutôt TeamViewer? J'en sais rien. Donc, laissez-moi vous présenter ou vous représenter, puisque c'est quelque chose qui est en fait assez vieux, qui date de Windows 7 dans sa version, enfin la version actuelle du Quick Assist, ça date de Windows 7. En fait, c'est la solution de prise de contrôle à distance de Windows que peu de monde en fait, que beaucoup de monde ont oublié. Et du coup, en fait, vous pouvez générer un code. Vous appelez la victime, vous lui dites ok, il se passe un truc vraiment chelou avec ton poste, il fait des requêtes sur des domaines vraiment malveillants et tout, on veut voir ce qui se passe. Faut que tu fasses Windows R Quick Assist, entrée.
je vais te filer un code, je te file le code et je vais regarder ce qui se passe. On lui file le code et donc là, on a une prise de contrôle à distance depuis Internet grâce à Microsoft. Donc voilà, ça c'était des petits scénarios qu'on peut mener, des petits vecteurs d'accès qu'on peut avoir depuis Internet. Mais vous le savez, ma passion, ça reste quand même l'intrusion physique, hein. Donc on passe au troisième scénario qui, lui, comporte une partie intrusion physique. Je vous l'ai dit en intro, un bon Red Team, ça commence toujours par une bonne phase de collecte d'informations. Une chose que j'aime particulièrement faire dans la phase de collecte d'informations, ça va être de chercher des documents officiels qui sont accessibles publiquement sur des sites comme Papers par exemple, où on va retrouver tout un tas de signatures et parfois même des tampons de l'entreprise. Et ça, c'est hyper pratique parce que derrière, ça nous permet de faire une fausse lettre de mission. On met un motif, on met un bon de commande, etc. Enfin, on fait tout ce qu'on veut et on a une signature légitime avec potentiellement un tampon, etc. Vous imprimez ça en couleur, ça passe un petit bijou. Du coup, on se fait une petite fausse lettre de mission. Le scénario que j'ai imaginé, ça va être de me faire passer pour un prestataire qui vient déployer des nouvelles bornes Wi-Fi. Je me suis créé un faux badge Wifinity. Je ne sais pas si la société existe, mais bon, je pense pas. On crée un faux badge, on crée une fausse lettre de mission. Bonjour, on vient intervenir sur le réseau Wi-Fi. On a la lettre de mission, etc. Et là, en fait, pour le scénario que j'ai déroulé, j'ai même pas, pour l'anecdote, j'ai pas eu besoin de la lettre de mission. Le simple badge suffisait. Mais une fois qu'on est rentré, entre guillemets, comment est-ce qu'on va faire pour avoir un accès suffisamment long au réseau pour nous permettre de récupérer tous les flags qu'on peut avoir définis en réunion de lancement avec le client. L'an dernier, je vous avais parlé d'un petit scénario qui était vachement fun, où j'avais déployé un point d'accès Wi-Fi dans un caisson qui était verrouillé avec un cadenas, etc. Sauf qu'ils avaient oublié qu'il y avait des vis en fait pour tenir le cadenas, donc j'avais juste dévissé et j'avais pu ouvrir l'armoire. Le problème de ça, c'est que le point d'accès, il n'était pas hyper puissant et en fait, on était assez tributaire de la portée du point d'accès et donc on devait rester assez proche quand même du point d'accès. Donc ça, c'était un peu problématique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé sur du Cisco, mais qu'on a un petit peu pimpé. En fait, on a complètement vidé la borne et dedans, on a mis un Raspberry Pi avec un 4G HAT. Et à l'arrière, j'y ai collé un petit routeur Netgear. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir brancher notre Raspberry sur le routeur. On va se brancher le routeur forcément sur le réseau interne du client. Et ensuite, on va mettre l'équipement éventuel qu'on a débranché. On va pouvoir le rebrancher. Et en fait, ni vu ni connu, tout le monde est reconnecté. Et en fait, du coup, le principe du 4G HAT, c'est que ça nous permet d'accéder au Raspberry Pi au travers d'un pont 4G, et du coup, forcément, depuis Internet. Du coup, quand on arrive sur site, c'est hyper simple. Bonjour, je viens déployer des nouvelles bornes Wi-Fi. En plus, ça tombe bien, j'ai une super borne Wi-Fi. Les personnes, en fait, soit on n'a pas besoin de se présenter parce qu'on a un accès opportuniste, il y a une personne qui nous a tenu la porte, ou alors on s'est présenté rapidement à l'accueil et voilà, ça n'a pas trop posé de problème. Et donc là, on branche notre AP et puis on peut dérouler nos tests à distance, on peut rentrer chez nous et on est tranquille, on a un accès à distance sur le réseau interne. Donc ça, c'est la partie utilisant le scénario d'ingénierie sociale entre guillemets. Il y a une deuxième chose que je vois très souvent chez les clients, c'est ça. Ça commence à fleurir un peu partout, ça fait 3 fois quand même que j'en vois chez des clients. Donc ça, c'est les boîtes à clés à code que vous voyez fleurir un peu partout dans les villes pour les Airbnb notamment. Et donc, en fait, nos clients, ils utilisent ça parce que ça a un côté pratique pour passer les clés entre les différentes personnes qui doivent fermer, et puis la personne qui ouvre le lendemain, c'est pas la même, donc forcément, il doit récupérer des clés, etc. Donc ça, c'est hyper pratique. Et en fait, pourquoi c'est une très mauvaise idée? Parce que déjà, on peut oublier d'avoir modifié le code, donc si on le laisse sur la bonne position, on appuie sur le loquet, c'est bon, c'est ouvert, donc on a gagné les clés. C'est vraiment arrivé, hein. Pour le coup, pendant la mission, c'était pas mélangé. Donc voilà, ça c'est une première problématique. La seconde, c'est qu'on peut
avoir tendance à définir des codes triviaux, alors 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, etc. Donc ça, bah, c'est également problématique parce qu'on le trouve très rapidement. Et un truc chiant aussi, c'est qu'il faut changer de manière régulière ce genre de code, puisque bah, si vous avez une personne qui quitte l'entreprise, forcément on ne veut plus quel est le code, du coup faut le redéfinir, du coup il faut le repasser aux gens, et ainsi de suite. Si en plus on définit une logique entre guillemets pour avoir un rolling de code, bah, la personne qui part, elle a toujours la logique en tête, donc elle peut revenir, enfin bref. Ce qui semblait être une bonne idée, c'est pas ouf. Et en plus, bah, ces boîtes à clés ont la bonne particularité d'être vulnérables. Donc comment ça se passe? En fait, vous avez ici un décodeur, donc c'est une petite lame métallique avec une encoche. Et on va, alors attendez, c'est pas hyper simple avec le micro. Donc on va juste essayer d'introduire la lame directement entre les roulettes. C'est gentil, merci. Donc en fait, voilà, vous avez ici les différents trous. Vous passez le décodeur ici, vous le relevez, vous chopez un genre de petite barre. Donc c'est ce qui est illustré ici. Et ensuite, vous pouvez faire tourner les roues. Et vous allez sentir que c'est plus ou moins dur. Donc là, vous avez trouvé la première roue. Et vous pouvez passer aux suivantes. Et puis ainsi de suite. Et donc, vous retrouvez ensuite facilement la bonne combinaison. Donc ça, l'explication et le schéma, c'est issu d'une vidéo du Lockpicking Lawyer, donc qui est une personne assez connue dans le monde de l'ouverture fine et qui fait pas mal de vidéos YouTube. Donc n'hésitez pas à visiter sa chaîne si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur comment ça se déroule. Et puis bah, on a un petit challenge sur le stand Advance où vous pourrez tenter d'ouvrir la boîte, notamment pour bah, avoir un peu plus de facilité pour résoudre la fin du challenge. Donc bah ça, on avait ces fameuses boîtes à clés, et donc ça prend à peu près 15 secondes à ouvrir. Et donc bah, derrière, on a les clés, on a pu revenir de nuit et s'introduire et passer un peu le temps qu'on voulait chez notre client. Et ensuite, ils avaient un deuxième truc qui était vraiment sympa aussi. C'est encore un système de code. Donc bah, toute la partie mauvaise idée sur parce qu'il faut changer les codes, etc., bah, ça s'applique ici aussi. Et en fait, ce type de verrou, bah, ils ont aussi la bonne particularité d'être vulnérables. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on n'a même pas besoin de lamelles cette fois. C'est que en fait, vous appliquez une tension dans le verrou, et ensuite, en palpant les chiffres, vous allez sentir qu'ils sont plus ou moins durs. Et en fait, en fonction de ce que vous ressentez, bah, vous savez que c'est là où vous devez appuyer. Donc bah, ils avaient ces deux dispositifs-là, donc forcément on est rentré 2 fois, plus 3 fois avec la partie intrusion via ingénierie sociale. Ensuite, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a fait tout ce qui est escalade de privilèges. Donc bah, pendant notre intrusion physique, on avait pu découvrir un compte simple utilisateur. Vous savez, le fameux stickers collés sur le clavier ou sur l'écran, là, bah voilà. C'était le cas ici. Donc on a un compte simple utilisateur, c'est cool. Donc qu'est-ce qu'on fait avec un compte simple utilisateur? Bah, on peut faire tout ce qui est attaque Kerberos. Donc Kerberos, ça va nous permettre de récupérer les tickets des comptes de service en tant que simple utilisateur. Forcément, on met ses comptes à casser. Il y a forcément un ticket qui casse. Il n'y a pas eu de détection par aucun système de sécurité chez le client, donc tant mieux. C'est assez chiant à détecter le Kerberos. Il faut mettre en place des règles un peu spécifiques, etc. Donc bah, on a misé sur le fait qu'ils n'allaient pas le détecter. Du coup, on a récupéré le mot de passe, on le rejoue un peu partout, donc du password spraying. On voit qu'on est admin local sur une machine. Trop cool, on va dumper tout ce qui est mot de passe qui peut être stocké sur la machine, donc SAM, LSA. J'ai pas touché à LSAS parce que on sait que maintenant ça reste un peu chiant à aller chercher le processus, c'est souvent flagué, donc je me suis contenté de SAM LSA dans un premier temps. Ça m'a permis de récupérer des nouveaux comptes que j'ai pu rejouer, d'être à nouveau admin sur plein d'autres machines, et ainsi de suite, et du coup récupérer un compte domaine admin. Bon, du coup, domaine admin, c'est cool, mais c'est que le début, en fait. Quand on est en Red Team, c'est vraiment
un moyen d'aller chercher nos flags derrière. C'est rarement la finalité. Nous, ce qu'on veut, c'est de la post-exploit, c'est des choses qui parlent, c'est montrer le risque à notre client. Donc là, le risque qu'on souhaitait mettre en lumière, c'était un accès au 365 au compte de la direction. Sauf que il y a du 2FA chez le client, donc c'est relou. Parmi comment on a fait pour y accéder, on a récupéré en fait donc les empreintes notamment du compte du dirigeant. On a réussi à casser son mot de passe parce que malheureusement les dirigeants souvent ils ont des mots de passe pas hyper robustes par rapport à leur fonction. Je dis ça, je dis rien. Et donc on a son mot de passe, sauf qu'on ne va pas pouvoir l'utiliser directement parce qu'en fait il y a le 2FA, je vous l'ai dit. Mais malgré tout, on a identifié quelques comptes qui ne s'étaient jamais connectés à O365 et dont on avait les mots de passe. Donc on a pu se connecter à O365 avec ces comptes-là, et puis forcément ils ne se sont jamais connectés. Donc Microsoft nous dit hey, tu veux pas activer ton 2FA et ajouter un nouveau device? Bien sûr que si. Donc j'ajoute mon nouveau device qui est donc mon téléphone, et donc j'ai un 2FA et donc je peux me connecter. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va rechercher toutes les informations sur la partie sécurité, quelles sont les équipes en charge de la sécurité, etc. Je vais dire salut, je m'appelle. Je vois qu'il y a un Jean Castel, par exemple, qui est dans l'équipe sécurité informatique. Et du coup, ce que je fais, c'est que je regarde via Teams, etc., le nom du directeur, et donc forcément, il avait renseigné son numéro de téléphone. J'ai plus qu'à l'appeler, dire salut, c'est Jean Castel, je suis de l'équipe sécurité informatique. On est en train de subir une cyberattaque. Pour l'instant, on a bien contenu le truc, ça se passe bien. Par contre, on veut s'assurer que ton 2FA il est bien actif et qu'on ne peut pas accéder à ton compte parce que sinon ça craint. Ok, le gars va s'exécuter et il va dire, on lui dit, ce qu'on va faire, c'est que tu vas recevoir une notification, on va te communiquer un code, tu entres le code et nous on va te dire si c'est bon ou pas. Donc forcément, on se connecte, ça lui envoie une notification push. Quel est le code? Nous on lui dit, hey, tu dois rentrer 84. Le mec rentre 84 et donc on a accès à son 2FA. Et après, forcément, on peut de nouveau rajouter notre device, l'enrouler, etc. Et on a gagné. J'ai une dernière chose à vous raconter. Enfin, j'ai encore en fait plein de choses à vous raconter, notamment sur notre Purple Team. Comment le fait d'avoir créé un service Purple Team en interne, qui met à disposition en fait tout notre savoir-faire de Red Teamer au service de notre SOC et de nos clients, permet de renforcer notre SOC et bénéficier à tous nos clients. Mais bon, je suis à 24 minutes 45 maintenant et le temps file, donc je vous laisse me poser les questions et puis sinon on se voit au stand C1, donc le stand Advance. Merci à tous. Merci Quentin, on peut vous applaudir. Le stand C1 d'Advance avec encore une fois la séance de questions-réponses. Messieurs, dames, si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main et je viens vous tendre le micro. Oui. Alors attendez, je vais vous donner le micro en face et ensuite j'irai au fond de la salle. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir combien de temps ça a pris pour tout ça? Une matinée. Pour introduction physique? Pour être admin du domaine. D'accord, merci. Donc ça comprend effectivement l'accès physique, le déplacement en train, le cassage du ticket et forcément après être domaine admin. Bonjour, merci pour la présentation. Ouais, juste ici. Ouais, salut. Juste une petite question par rapport à la partie plus technique. Donc tu as énuméré tout ce que tu as fait, donc le kernel hosting, password spring. Ça c'est dans le meilleur des cas. Ouais. Je suis dans un cas où par exemple là mon password spring ne passe pas parce qu'il y a un account lockout toutes les 3 tentatives. Donc je dois l'espacer. Est-ce que tu as un conseil pour ça? Est-ce que tu as d'autres manières de bypass le password spray? Tu confonds password spraying et brute force. Le password spraying, c'est quand tu as déjà un compte qui est valide. Donc le account lock, on s'en fout. Il est déjà valide. Par contre, effectivement, si tu ne chopes pas de compte admin par ce biais, etc., il y a tout un tas d'autres choses qui peuvent être faites.
tu peux chercher à exploiter des vulnérabilités. Je sais pas, il y a peut-être un Apache Tomcat qui est configuré avec des identifiants par défaut et puis tu seras admin local de la machine. Peut-être qu'il y a une base MS SQL aussi. Ou alors tout simplement, peut-être qu'il y a une ESC1 sur la DCS et du coup, en tant que simple utilisateur, tu peux impersonate le domaine admin et récupérer son certificat. Donc il y a tout un tas de choses que tu peux faire si jamais ce cas-là ne marche pas. Voilà, on va pouvoir vous faire voyager un micro avec notre ami Clovis. Merci pour la présentation. Petite question un petit peu au niveau OPSEC. Ouais. Donc la partie password spraying et derrière quand tu as récupéré les empreintes des mots de passe, les hashes, ouais. Ça reste assez OPSEC dans ta situation ou est-ce que tu as un peu l'aval du client pour dire on fait cette étape, ça sera vu mais pas grave. Quand tu veux dire OPSEC, tu parles d'un point de vue détection par la Blue Team. Ok. Ouais. Là, pour le coup, donc c'est ce que je disais par rapport à LSAS, où j'ai préféré ne pas y toucher parce que je sais que c'est beaucoup plus monitoré, parce que y a eu un petit éveil de conscience sur ce processus. Il est maintenant, on met un peu ceinture et bretelles pour protéger LSAS. À chaque fois, les clients, c'est « Ah ouais, mais mon LSAS. » La base SAM et les secrets LSA, c'est trigger une fois sur deux. Donc, suivant ton ODR, comment il est configuré, ce que la Blue Team a décidé d'accepter aussi ou pas, parce que en fait, c'est des choses qui arrivent de manière récurrente, donc c'est un risque accepté, etc. Voilà. Et du coup, juste sur la partie post-exploitation, quand tu as récupéré toutes les empreintes et que derrière tu les as cassées, pareil, ça... Tu récupères pas toutes les empreintes, donc généralement tu peux récupérer, donc la méthode bourrin, c'est tu récupères le ntds.dit complet. C'est un poil bourrin, effectivement. C'est pas terrible non plus pour ton client parce que ça veut dire qu'il y a sa base d'utilisateurs et ses empreintes de mot de passe qui ont fuité sur un poste d'auditeur qui n'est pas chez eux. Enfin bref, c'est pas terrible. Mais du coup, tu peux cibler la personne que tu veux, sur laquelle tu veux récupérer son hash. Voilà.